grand projet de ville Malakoff-Prégaucher, c'est vraiment l'ouverture de Malakoff, un quartier avec des ressources et en même temps avec des vraies difficultés, qui était au cœur de la ville, mais qui avait besoin de se révéler et de s'ouvrir vers la ville. Un projet avec une dimension économique, de dynamisme et d'ambition pour la métropole très forte, avec notamment la partie Euronantes, et puis la dimension de la gare, qui est venue accélérer, donner une dimension supplémentaire au projet, mais surtout, ce que je viens de décrire, ce n'est pas 3 projets différents. C'est justement un seul projet qui se renforce, qui ont leur cohérence. On est au bord de la Loire, on est juste en face de Nantes, qui est le projet emblématique nantais. Et en tout cas, on est dans la centralité de l'agglomération. Dans une période où l'ensemble des communes de l'agglomération prennent ensemble conscience, et ça va se faire progressivement avec différentes étapes, à la fois qu'il y a un patrimoine commun, socle, qui est la Loire, ses berges, etc., à 3 pas du centre-ville, à 1 pas et demi de la gare. Et donc c'est de là dont nous sommes partis pour essayer de faire un mixte entre des préservations, des réhabilitations patrimoniales de beaucoup de bâtiments remarquables, et puis notamment dans le centre et dans l'ouest du secteur, la construction de bâtiments neufs. Malakoff, c'était un quartier anciennement ZUP, donc où on est venu construire dans les années 70 à peu près 1000 logements. Et du coup, ce quartier est un peu décliné au fil des années. Et dans les années 2000, avec le projet de loi Borloo, on a fait un grand projet de ville. Et du coup, ce grand projet de ville comprenait tout le quartier que nous, on appelle Euronantes Gare, c'est-à-dire toutes les friches au sud de la gare, et le projet Malakoff, donc quartier d'habitat social. Et le but de ce quartier, c'était de venir désenclaver le quartier de Malakoff, qui était compris entre une voie ferrée et la Loire. Et ce quartier, au fil des années, s'était protégé en fait pas de la Loire, mais du boulevard qui passait devant, donc en venant dresser des murs. Et puis, il y avait les voies ferrées où il y avait juste le passage d'une automobile qui était possible par en dessous. Enfin, les gens ne venaient pas, c'était pas un lieu de destination pour les Nantais. C'est vraiment une distance qui était une distance mentale, c'était pas une distance physique. Effectivement, maintenant, quand on y va, on se dit mais on est à 5 minutes du centre-ville, et c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu que ce quartier soit à 5 minutes du centre-ville comme il l'était physiquement. Si on parle des premières années du logement social, il faut se souvenir que l'image pour les habitants, c'était celle du progrès, c'était celle du confort, c'était les premières salles de bain, c'était un certain nombre d'éléments très concrets comme ça qui venaient améliorer la vie quotidienne. Et puis au fil des années, au fil aussi de la montée d'un certain nombre de difficultés sociales, il y a eu cette double dimension à la fois d'une forme de paupérisation et aussi de renfermement. Et le choix du grand projet de ville, c'est vraiment d'abord cette idée de l'ouverture et du désenclavement, et pour moi le plus beau symbole, mais la plus belle matérialisation aussi, c'est le pont. Ce pont absolument magnifique d'un point de vue esthétique, mais qui a encore plus de force dans le sens qu'il donne. Et dans le même temps, la force de ce pont, c'est là aussi d'être structuré avec des lignes de transport public. Donc on a eu cette ouverture vers l'île de Nantes par un pont, et puis l'ouverture à la ville par la création de voies sous les voies ferrées, voies autant piétonnes qu'automobiles, avec la création d'une desserte de transport en commun. Donc maintenant on a 2 chronobus qui passent, qui vont de la gare, donc du centre-ville, au quartier Malakoff. Il y en a un qui part vers l'est de Nantes et l'autre qui va sur l'île de Nantes. Donc vraiment par cette création de réseau de transport en commun, on est venu rattacher le quartier au centre-ville et le désenclaver. Il aurait quand même apparu, et ça c'est essentiel, qu'il ne pouvait pas se limiter à une intervention sur le grand ensemble et qu'il fallait l'inclure dans un territoire plus vaste. C'est absolument essentiel. C'est pas nous qui l'avons décidé, ça. C'est au cœur du développement de l'agglo, de la métropole, de la communauté urbaine, parce qu'on commençait aussi à parler d'île de Nantes.
Et donc nous, on a commencé, dans notre proposition, c'était de dire il faut qu'il y ait un mouvement de la gare à l'île de Nantes. Et de la gare à l'île de Nantes, on chope le grand ensemble, si je puis dire, non pas comme un sujet à part avec sa problématique, mais comme un quartier qui s'associe à la ville. La hauteur, elle est venue assez simplement en fait. C'est vrai que c'est Gérard Pénaud qui nous en a parlé et qui nous a dit sur Euronantes, on aimerait faire des tours de 50 mètres, ce qui est possible en logement. Donc ça a été fait assez simplement et c'est vraiment pour venir en fait déstigmatiser Malakoff. C'est-à-dire que la tour de 50 mètres à Nantes, c'était une tour de logement social. Et la vraie question c'est, non, on peut faire du logement à 50 mètres en faisant du logement en accession, de qualité, voilà. Donc en fait les tours d'Euronantes, elles viennent parler avec les tours de Malakoff et en fait ça en fait un seul et même quartier. On est sans doute dans une des opérations urbaines actuellement en France qui comporte le plus d'immeubles de grande hauteur, qui restent de 16 étages, 50 mètres au dernier plancher, parce que le contexte urbain nous permet de le faire. Et nous avons été très prudents sur cette affaire, mais premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple, on doit en être au sixième, nous avons vérifié que ça correspondait à une demande. Le promoteur hésitait. Il hésitait pourquoi ? Parce que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de tour construite à Nantes, et en plus de tours de logement. Et que les tours de logement étaient assimilés, tour HLM, plein de gosses dans les cages d'escalier, le bordel, etc. Et puis ça a marché du feu de Dieu. C'était un pari audacieux de la part des maîtrises d'ouvrage de se lancer dans cette aventure. Donc ça fera 6 tours en tout sur la ZAC. Et à l'échelle nationale, ça fait partie des premiers projets. On sent qu'il y a un renouveau actuellement, mais on peut dire qu'il y a eu une forme de dynamique enclenchée un petit peu par Nantes. Donc comment on a traité la tour pour lui donner en fait un autre aspect? La première chose, c'est qu'on a cherché à la rendre fine. Donc on a une première tour qui est en R18 et la deuxième en R19. Donc on a des tours qui font 55 mètres de haut, mais en 6 mètres de large. Donc ça donne des impressions de 2 lames. On a travaillé sur un plan par niveau avec simplement que 4 logements, 2 T2, 2 T3. Et on a cherché à l'affiner le plus possible. Donc on a créé une faille qu'on aperçoit au milieu, qui nous permet d'éclairer naturellement les logements et également de couper physiquement chacun des logements. C'est-à-dire que chaque logement est isolé soit par le couloir, soit par la circulation verticale. Et on a une impression d'isolement comme une maison avec son jardin. Et c'était un petit peu notre idée d'avoir des maisons superposées plutôt qu'un immeuble. On est la première tour construite en sismique, en tout cas dans cette zone-là, puisque quand on a gagné le projet en concours, les nouvelles normes sismiques en fait sont juste apparues à ce moment-là. Ça a eu une incidence très forte en fait au niveau de la structure et on a dû modifier aussi le projet en fonction. Et autrement, mais c'est valable en fait pour l'intégralité de la zone. On construit sur une zone alluvionnaire de la Loire et donc pour aller chercher le bon sol, on doit creuser. On a des puits en fait à 25 mètres. Donc on a une tour qui fait 55 mètres de haut. Et on a des pieux qui font la moitié de la hauteur pour aller chercher le bon sol. Il y avait un enjeu très fort qui était de pouvoir imaginer un paysage urbain cohérent entre Malakoff et Prégaucher. Il fallait, dans une certaine mesure, banaliser Malakoff au bon sens du terme, au sens d'un quartier de ville, au sens d'un quartier de vie. Et effectivement, l'urbanisation sur la partie Prégaucher est venu quelque part fondre ce paysage. Ça, c'était absolument déterminant. Moi, ce que j'ai bien apprécié sur le plan d'urbanisme au Prégaucher, c'était vraiment cette notion de pouvoir avoir un peu de liberté et essayer de prendre cette liberté pour la rendre différente que ce qu'il y avait historiquement sur le site. C'est donc en cela que l'exercice est très intéressant parce que c'est un peu de réconcilier la notion de densité et puis d'avoir des espaces à ciel ouvert
complètement ouverts sur l'horizon, qui sont vraiment qualitatifs pour les logements, mais ne pas les enfermer dans en effet quelque chose qui peut être synonyme de pas bien vivre à long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une tour de logement social, dans les années 70, c'est une tour où il y a très peu de balcons, où il n'y a pas de rapport à l'extérieur, c'est vraiment, on est sur une vitre, une allège de 1,20 m, donc c'est quelque chose qui est assez brut. Après, le projet en lui-même, il y a en effet les volumétries qui viennent chercher en fait une certaine finesse pour trouver une certaine sveltesse sur le projet, et donc de retrouver en fait l'idée d'une tour, mais en fait c'est une tour qui est vraiment modelée à échelle humaine entre guillemets, dans le sens où il s'agit d'une hauteur à peu près de 35 mètres, et avec en fait l'individualité de chaque logement qui s'exprime en façade. Dans le bâtiment plus rectiligne, c'est des balcons un peu linéaires qui viennent écrire avec la matérialité, plutôt la dématérialisation du garde-corps, vient prendre des reflets, de la transparence, etc. Donc on a vraiment un volume construit extérieur qui lui est extrêmement généreux puisqu'il est très linéaire, profond et linéaire en plus. Et sur le projet plus en décalage, plus découpé, donc quand on est sur un balcon, on perçoit le volume du dessus, mais on ne voit pas ce qui se passe dessus, et l'autre non plus, puisqu'on a des parapets relativement épais, avec des jardinières qui sont plantées. Donc en fait, les espaces viennent chercher la lumière pour retrouver le ciel direct. De fait, Malakoff était identifié par ses tours. Donc il nous a semblé intéressant de défendre le fait qu'habiter dans une tour, c'est une manière d'habiter, qui présente de grands intérêts, en particulier lorsqu'on est à proximité de la Loire, qu'on a une vue lointaine vers le sud, une vue lointaine vers la petite Amazonie, et que c'est une manière d'habiter dont il est dommage de se priver. Et il se trouve que ces constructions à 50 mètres, 55 en fait, ont pris un sens pour nous urbains particulier dans la mesure où cela permettait de fondre le paysage de Malakoff dans un paysage urbain plus large qui était l'objectif premier de ce projet urbain. Finalement, en multipliant des verticales, celles-ci sont devenues plus courantes dans le paysage urbain et sont passées dans une espèce d'acceptation collective. Et donc, le projet qui nous concerne très directement, précisément, il met en œuvre cette question-là. C'est-à-dire qu'il met en œuvre la question de la tension verticale, avec une émergence qui se situe à la sortie du pont Willy Brandt, qui est un pont stratégique d'accès de ville. Et puis, derrière cette verticale, il vient raccrocher le tissu urbain, c'est-à-dire qu'il a une position plus douce, plus en couturage urbain. Et donc, en alliant les deux, on a à la fois de l'intensité urbaine, un marqueur, parce qu'on est sur un tissu stratégique, et en même temps, on vient se raccrocher avec le tissu existant. En plus, c'est un quartier qui est tout orthonormé, et il y avait la volonté d'introduire cette idée de la courbe. Voilà, c'est arrivé comme ça. Il y avait pas de, ça nous est apparu. Il y avait cette idée de fluidité, de passage, et que finalement, on s'adressait pas que dans une seule direction. Il y avait l'idée du passage, et pour nous, la courbe s'est imposée comme ce rapport à la fluidité. Qu'on n'avait plus que les grands axes, mais on avait aussi les autres axes, c'est-à-dire le cheminement à travers l'îlot, sur les côtés, sur les venelles, de travailler dans toutes les dimensions et d'avoir un bâtiment qui est presque comme une rotule en fait à cet endroit-là. Donc la courbe elle est arrivée comme ça, et puis après quand on a eu la courbe évidemment on a poussé la réflexion à fond et sur l'idée d'un bâtiment cinémascope, c'est-à-dire qu'effectivement on est cette espèce de cadrage à 360 degrés. Si les gens s'aiment tous et qu'ils retirent les séparatifs, ils peuvent faire le tour et voir toute la ville. Donc c'est absolument magique. Il suffit juste qu'ils s'invitent les uns les autres. C'est pratique. Et là, le dispositif, il est la mise en scène de tous les espaces extérieurs et de ces balcons filants. Donc, toute cette histoire du balcon filant qu'on a perdu, qui était vraiment une qualité... parce qu'on critique beaucoup les années 60, beaucoup les années 70, mais
putain, qu'est-ce qu'ils savaient faire des beaux logements quand même. Hein. Les promoteurs privés à l'époque, ils savaient ce que c'était. Ils avaient une haute opinion de la qualité de vie. Là-dedans, tout était vitré, il y avait des balcons partout, des jardinières. C'est hallucinant, on a l'impression de réinventer l'eau tiède. C'est-à-dire que c'est fou qu'aujourd'hui, on en soit encore en train de se dire « mais c'est incroyable, des balcons filants, mon Dieu, des balcons filants ». Et les gens sont émerveillés. C'est notre histoire. Et là, on a un paysage magnifique. Et pourquoi il faudrait être balourd, foutre des grosses tours posées comme ça et quand je dis que c'est des tours par opportunité, c'est qu'en fait, elles sont développées en fonction de leur voisinage. Et si elles portent ombre sur quoi? Et donc, il n'y a pas de plan d'organisation des tours. Cette parcelle est favorable à une tour de logement. Et deuxième chose, il est important d'avoir une variation des hauteurs. D'associer une tour à quelque chose qui est beaucoup plus bas. Des ruptures de ton. C'est-à-dire, on n'est pas prisonnier d'une espèce de volonté d'épanelage régulier, comme si nous étions dans quelque chose d'un peu haussmannien, d'un peu... souvent, dans la ville ancienne, en tout cas en Europe, on a des choses, ce qu'on appelle l'harmonie, si vous voulez. Ça se discute. Je suis bien d'accord pour penser qu'il y a des paysages urbains qui ont une puissance extraordinaire parce que, justement, ils ont cette espèce d'homogénéité, si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui ont des puissances extraordinaires parce qu'il y a l'hétérogénéité. Au départ, quand même, c'était pas évident. Et je me souviens qu'avec Nantes Aménagement, on avait discuté de ça, et moi j'avais dit, on est au milieu de rien. Pour le moment, ce territoire, personne n'en veut. Faisons l'espace public. Et non pas ce qui se passe habituellement, le plus souvent. On construit d'abord et on fait les espaces publics derrière parce qu'on ne veut pas abîmer les choses, etc. Là, démarrons par le grand mail. C'est un peu, vous savez, c'est ces idées du 19e où l'avenue, c'est l'avenir. Vous avez quelque chose qui est très rectiligne, un peu ambitieux, on va le dire, peut-être un peu prétentieux, qui est le mail Picasso, entre le quartier Madeleine-Champ-de-Mars et qui vous emmène en direction d'un grand quartier nantais, nord-est nantais, qui est le quartier de Dalby. Donc, concentrons, si je puis dire, sur l'image du quartier et à l'intérieur de cette générosité, on peut installer divers usages. On va installer un jardin, un petit square, parce qu'on sait qu'il y a des habitations qui vont venir et un square, ça mange pas, ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Et puis il y a le collège qui va se venir, donc il y aura bien un parvis, et pour le reste, on met des grandes pelouses. On verra. Le mail Pablo Picasso, il a une histoire. C'est qu'à la base, c'est une artère qui devait être une artère autoroutière. Donc il y avait une réserve en fait foncière dans le plan local d'urbanisme de la ville de Nantes qui était dédiée à une autoroute. Parce que dans les années 80, donc avec le tout autoroutier, etc., sur les cartes, il y avait cette grande artère qui arrivait au pont de Bilici. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est à côté du stade Marcel Sopin. Et donc on arrivait directement en centre-ville en autoroute. Voilà. Alors cette réserve foncière a permis que la petite Amazonie se développe. Donc la petite Amazonie, c'est un espace Natura 2000 qui se trouve directement au nord de Malakoff. Donc on a gardé cet espace. Et puis il restait cette réserve foncière dans le quartier Euro-Nantes. Et donc le parti de Gérard Pénaud, ça a été de dire, eh bien voilà, on va reprendre la taille de l'artère autoroutière, mais on va complètement le faire différemment en apportant un axe multimodal avec une large place aux piétons, au vélo, au mode doux, au bus, au transport en commun. Et puis effectivement, on laisse l'axe de la voiture, mais qui est réduit et qui se retrouve englobé dans tous ces modes de transport. Donc on se situe ici à l'entrée un peu du quartier, je dirais, de Malakoff, quand on arrive depuis le pont Éric Tabarly, qui se trouve juste derrière nous. Donc c'est vrai que c'est un endroit un peu stratégique vis-à-vis du quartier, et d'autant plus stratégique que nous avions pour mission de réaliser le centre commercial, d'implanter ce centre commercial, le centre commercial de l'ensemble du quartier de Malakoff.
ça a été aussi de l'implanter d'une façon assez ouverte vis-à-vis du quartier, qu'on le voit le plus possible. Donc il y a eu tout un travail avec les urbanistes de la ZAC, d'une façon très riche et intéressante, dans le sens où eux ont un peu conçu l'aménagement de la place, tout cet équipement public qui crée un espace urbain justement à la charnière entre le pont Éric Tabarly et l'arrivée du tram-bus. Et nous, en fait, ce centre commercial, on a voulu vraiment qu'il vienne cadrer et border cette place, qu'il vienne un petit peu comme un effet théâtral autour de la place. Mais ensuite, l'ensemble du programme, les bureaux et les logements, nous voulions qu'ils participent justement à cette théâtralisation depuis l'espace public, mais qu'ils soient aussi clairement identifiés. C'est pour ceci que nous avons 2 architectures différentes, aussi bien pour les bureaux que pour les logements. Mais contrairement à l'espace du centre commercial qui, lui, vient vraiment au niveau du rez-de-chaussée, border la place, s'implanter, vraiment, il fait un peu un front vis-à-vis de l'espace public, nous voulions que le programme qui surmonte cet centre commercial soit beaucoup plus diffus et beaucoup plus à l'image du quartier, ne viennent pas faire un front bâti, qui viennent complètement refermer l'espace, je dirais tout cet espace au pied du pont Tabarly, ça ne fasse pas une barre frontale vis-à-vis du reste du quartier. Sur ce projet, ce que nous avons voulu vraiment essayer de développer, c'est le croisement de tous les flux et le partage des vues qu'il y avait sur ce site et vraiment de mettre en valeur le site. Que ce soit que l'ensemble bâti soit mis plutôt à la disposition du site pour que tout le monde puisse en profiter un maximum de ce site, de ces grands espaces, qu'on puisse les appréhender, les voir, les pratiquer, de ce fait les croiser et créer des ambiances de circulation intéressantes. Ce que j'aime beaucoup dans l'intervention dans ces quartiers dits difficiles, comme par hasard sont des quartiers de grands ensembles, c'est que je considère vraiment que c'est un premier chapitre qui a été écrit et qu'on vient en écrire un autre. Alors je dirais, on ne vient pas écrire le deuxième, parce que le deuxième c'est l'espace public et les premières innovations. On est en train d'écrire le troisième et on vient reposer un peu plus près du sol les silhouettes des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'époque de la reconstruction a un peu oublié le sol, tout à fait oublié le ciel, a construit de façon répétitive, comme ça, de bas en haut. Et tout le travail qu'on fait depuis, je dirais, une trentaine d'années maintenant, c'est vraiment justement la reconquête de ce sol, la reconquête de ce ciel par le jeu de la silhouette, qui est un mot magnifique qu'utilisait beaucoup Roland Simounet, c'est exactement ça. C'est un mot que j'aime beaucoup aussi parce que c'est un mot généreux, la silhouette. Quand on parle de la silhouette d'un bâtiment, on prend tout, on prend le vide, le plein qui l'environne, on ne prend pas que la façade du bâtiment, puisqu'évidemment on fait chacun tous les meilleures façades en tant qu'architecte dans ces lieux. Pour moi, les émergences sont constamment liées au sol. C'est très très important. Enfin, on ne peut pas déconnecter les choses. On ne peut pas dire je fais une tour et puis j'arrive et je m'étale comme une bouse. Une espèce de... Enfin, ce qui est arrivé, c'est quand même en France. Ce que l'essentiel de la population associe autour, c'est le fait qu'elle soit posée au milieu de rien. La ville réelle, la ville pratiquée, c'est celle du piéton. C'est celle-là qui dit qu'on est en ville, c'est pas un espèce de machin et que vous voyez de loin, quoi. Vous marchez et vous avez des sensations. Donc la relation au sol est constituée de niveaux plus bas, plus continus, qui accompagnent le piéton, qui permettent au piéton de se sentir dans son espace, dans son volume, le fameux volume du piéton qu'on décline régulièrement. Ce volume du piéton est accompagné par des perméabilités, des porosités, des transparences, aussi bien à travers les bâtiments qu'à travers les îlots. Donc ça, c'est l'univers du piéton. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire des objets qui appartiennent à des rues, qui sont liés aux rues et qui viennent créer en fait des continuités, parce que comme ça, en fait, à l'approche du piéton et au niveau du rez-de-chaussée surtout, on a une sorte de ville qui se déroule de manière naturelle, sans effet trop surfait. Un projet urbain, il doit d'abord s'adresser aux gens qui sont présents.
Et donc, les premières priorités ont consisté de s'occuper de la grande cité de Malakoff. Et donc, s'en occuper à la fois en termes d'entretien, de réhabilitation des immeubles, mais aussi en traitement, en requalification de l'espace public. Et quelque part, c'est ça qui a, entre guillemets, donné confiance, y compris avec le fait d'y apporter des services. Ce qui était difficile, c'était de s'imaginer ce qu'allait devenir ce quartier. C'était vraiment un quartier en devenir. Et justement, le programme du collège, c'était un des points forts aussi de l'aménagement de l'atelier Ruelle. C'était de ne pas créer que du logement où il fallait aussi des bâtiments publics. Le démarrage de notre projet, c'était de voir qu'on était dans un environnement qui allait il y avait beaucoup de gens qui allaient plonger sur notre projet. Donc au lieu de travailler vraiment l'image d'un bâtiment classique, on est parti sur l'image plutôt d'un parc. Comme si on créait, en fait, ce serait le lieu de respiration du quartier. Et on a travaillé comme si on faisait un parc paysager. Et sur un collège, il y a beaucoup de choses techniques aussi. Donc on a refusé auprès de nos bureaux d'études toute émergence et toute sortie de toit, c'était interdit. Il fallait aussi trouver des percées visuelles entre la ruelle piétonne et la cour, et entre le mail Pablo Picasso, le hall et la cour. Donc en fait on a travaillé sur des jeux de blocs, toujours au rez-de-chaussée, qui fait qu'on a pas mal de transparence entre les espaces publics et la cour de récréation. Ça avait effectivement pour vocation de dire, voilà, je crée un lieu de rassemblement. Mais un lieu de rassemblement qui d'ailleurs dépasse ces deux quartiers, puisque un des éléments forts, y compris avec la piscine, ou y compris avec le gymnase par exemple, on doit toujours se poser la question dans un projet urbain, quelle que soit sa taille, qu'est-ce que le projet urbain va apporter à son environnement. C'est-à-dire que le projet urbain, il est fait à la fois pour les gens qui vont y habiter ou y travailler, etc., mais il est fait aussi pour tout l'environnement, alors de façon sur un rayon d'action plus ou moins important. Mais là, tout de même, comme on est en centralité de l'agglomération, il faut que ce quartier, cette opération, apporte à Nantes. D'abord, moi, je considère qu'on ne peut plus aujourd'hui construire la ville sans les habitants, sans celles et ceux qui vivent, qui habitent la ville le jour, la nuit. Et la question de la reconnaissance de l'expertise d'usage de l'habitant, à la fois sa capacité à porter un regard avec une analyse sur le quartier et en même temps un regard sensible, c'est très important. Et dans le même temps, ce projet, il est très révélateur aussi du défi que ça constitue. Le défi de la temporalité, parce que c'est un projet au long cours. À quel moment on concerte les habitants? La nécessité de la clarté des règles du jeu aussi. Quand est-ce que c'est de l'information? Quand est-ce que c'est de la concertation? Quand est-ce que c'est de la coproduction? Moi, je suis extrêmement attachée parce que plus on croit dans le dialogue citoyen, plus on doit être exigeant sur la clarté des règles du jeu. Parce que quand un habitant prend du temps, sur sa vie familiale, sur sa vie personnelle, pour venir participer, contribuer au débat public, il faut qu'il ait la garantie que sa parole, elle soit respectée. Une parole respectée, c'est pas nécessairement que la collectivité répond favorablement, parce que la collectivité, elle peut pas dire oui à tout, parce qu'elle est le garant de l'intérêt général et qu'il y a parfois des opinions et des intérêts, même individuels, qui s'expriment, mais c'est de savoir ce qu'il adviendra de cette parole et quel usage, quelque part, en fera la collectivité. C'est très difficile de faire des projets de logement, c'est très difficile de faire des façades de logement parce que c'est quand même une certaine répétition et la répétition justement c'est ce qui gâche la qualité d'un bâtiment. Et il ne faut pas non plus complexifier à outrance parce qu'après on raconte des choses qui deviennent trop compliquées et un bâtiment de logement n'a pas à être une star. Un bâtiment de logement, enfin le programme du logement c'est ce qui fait le lien dans la ville, quoi. Oui, on peut demander à un théâtre d'être une star, mais du logement plutôt d'être juste à sa place. Évidemment la découverte d'un quartier comme ça,
C'est un ressenti très fort. D'abord, je suis arrivée dans un quartier qui était déjà travaillé depuis une bonne dizaine d'années par l'équipe de Gaël Penaud, l'atelier Ruelle. Des bâtiments avaient déjà subi de grandes transformations. Il y a aussi ces 2 tours auprès duquel on construit, qui font quand même 17 étages, qui elles ont une architecture absolument rigoriste d'une certaine époque, qui ont déjà été rénovées. Du coup, tout le travail, c'est d'amener de l'aménité, d'amener de l'attention à la géométrie du site. Et puis, c'est des logements partout qui vont avoir une lumière, un soleil et une vue extraordinaire. Donc le travail du rapport, de l'opacité, de la transparence, de la vue, du cadrage, sont tous ces sujets qu'on travaille le plus délicatement possible dans le logement en particulier. C'est vrai que tous ceux ou à peu près qu'on a rencontrés se trouvent à l'aise dans ces bâtiments qui n'ont rien à voir avec les tours des années 70 et qui sont des immeubles de très belle facture, de caractère, qui respectent aussi leur environnement, y compris parce qu'il y a une alternance entre le 16 étages, le 6 étages, ou voire le plus bas, et naturellement l'espace public, et que donc ça fait sens. Donc la mixité est double, hein. Il y a des îlots qui sont mixés socialement, donc où on a du logement en accession et du logement social. Et puis il y a des îlots qui sont mixés fonctionnellement, où là on a du bureau, du logement, et dans le logement on a aussi logement social, logement libre. On essaie d'avoir cette variété à l'îlot de fonctions. On est venu démolir 400 logements sociaux. Voilà, le but c'était d'y reconstruire uniquement du logement en accession pour venir apporter une diversité d'abord sociale et puis venir créer ce cœur de Malakoff, donc sur le boulevard de Berlin, au pied du pont Éric Tabarly, créer un centre commercial. Donc là c'est ce qu'on a fait et sur ce centre commercial on est venu mettre des bureaux et du logement et donc on a créé comme ça une mixité. Après ça c'est la mixité qu'on a essayé d'apporter à Malakoff et on l'a renforcée par la création du quartier Eurenantes-Prégaucher. Et donc ce quartier, c'est un quartier vraiment mixte puisqu'on y a du bureau, du logement, donc logement à la fois en accession, à la fois logement social. Et puis bien sûr développement d'équipements, collège, piscine, gymnase et du commerce à rez-de-chaussée. Maintenant, le programme de bureau, quand même, de tertiaire, c'est 200 000 m². C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 au minimum les ambitions de départ. Et en matière de logement, on est passé de 1000 à 1800. Ça change quand même considérablement la donne. Le programme s'est installé en 2 parties. Un programme de bureau en limite ouest et un programme de logement sur la proue de la parcelle, donc cet immeuble de belle hauteur qui culmine à plus de 50 mètres. Ce qui était attendu quand même de manière très concrète, c'était plutôt des bureaux en fait, puisque le quartier est destiné à accueillir avant tout, en tous les cas, il est proposé de cette manière-là, donc un quartier d'affaires. Et c'est vrai que ça a été une discussion, à savoir est-ce que c'était entre guillemets la représentation que le promoteur souhaitait. Est-ce que ces bureaux devaient être en second plan, entre guillemets, et est-ce qu'on pouvait mettre des logements de belle hauteur en référence à Malakoff, etc., par sa typologie, en fait. Donc, c'était, est-ce que ça trouvera preneur, en fait? Ça, c'était déjà la première question pour le promoteur. Et puis après, est-ce qu'on peut vivre dans un immeuble à 50 mètres? Il nous a semblé très important de mettre en place un quartier à vivre. Et un quartier à vivre, c'est l'entremêlement de fonctions à la fois d'habitat, d'activité, de travail, ce qui permet également d'avoir des plages horaires qui se complètent, qui s'entremêlent, des espaces publics, on le voit sur le Mail Picasso, qui sont vraiment investis énormément par les personnes travaillant dans les bureaux. Et on a plutôt imaginé les choses comme un quartier qui deviendrait une adresse. Le Mail Picasso avait un peu cette vocation-là au départ, de devenir, d'ailleurs on l'a appelé de façon un peu humoristique pendant le début de l'étude, le paysage des bureaux, parce qu'on imaginait le long du Mail Picasso une adresse avec un certain prestige qui permettrait d'attirer les opérations tertiaires qui étaient appelées de leur vœu par les collectivités qui étaient nos maîtres d'ouvrage.
La commercialisation du bureau, du logement marche très très bien. Enfin, on est sur un quartier d'appel. Les espaces publics créés par Gérard Pénaud sont des espaces publics qui rendent le quartier très agréable, avec un cadre de vie qui plaît. On a beaucoup de retours positifs sur le quartier, donc ça marche bien. Ce qui marche pas ou ce qu'on aimerait développer, c'est le commerce. Parce que c'est vrai qu'on est sur le Palais Pablo Piqueno, on est plutôt sur ce qu'on appelle nous de l'activité, à savoir de la banque, de l'agence d'intérim. On aimerait vraiment donner au quartier un vrai cœur, en venant y apporter de l'animation, par du commerce de proximité, voilà, des bars. Alors on a le pôle commercial qui est sur Malakoff, où on a une boulangerie, un tabac, une pharmacie. Mais c'est vrai que sur tout le quartier Euro-Nantes, on est sur, voilà, on attend de voir se développer le commerce. Et n'oublions pas que l'idée conductrice et l'objectif est bien de rassembler et de mêler Malakoff à la ville par l'intermédiaire du Pré-Gaucher, qui est le chaînon manquant entre Malakoff et le centre-ville. Il est donc important que l'équilibre soit préservé et maintenu et favorisé entre les deux quartiers. Donc dans un premier temps, les commerces de Malakoff sont protégés. Et il n'est pas souhaité de développer du commerce de façon importante sur le Pré-Gaucher. Donc on a plutôt des activités à rez-de-chaussée. Effectivement, il est très difficile d'apporter du commerce quand les logements ne sont pas encore construits. Et du coup, c'est ce qui vient un peu dans un second temps. Et c'est un peu un cercle, puisque du coup, les habitants veulent venir quand le quartier est animé et où c'est sympa d'y vivre. Donc voilà. On a eu la chance dernièrement d'avoir l'arrivée d'une brasserie en fait, et qui occupe une belle partie du socle donc des locaux d'activité qui donnent sur le boulevard Picasso. Et ça, c'est vraiment une grande chance parce que ça fonctionne, c'est ouvert 7 jours sur 7. Ça draine une population évidemment qui s'est installée dans le quartier, mais aussi ça draine aussi la population de Malakoff. Et pour moi, pour tout le monde, c'est positif en fait. Ça veut dire qu'on arrive à s'affranchir de cette limite physique qu'est la voie ferrée et donc à réunir deux quartiers en fait. Et c'est en cela que cette opération est à la charnière, à l'articulation vraiment de deux époques en fait. Voilà. Quand on regarde aujourd'hui le potentiel sur Euro-Nantes, c'est un potentiel extrêmement important. D'abord en termes de surface, de superficie pour les entreprises, pour les acteurs économiques, par sa localisation, à 2 pas de la gare de Nantes, qui demain sera rénovée sous la houlette de Rudy Ricciotti, avec l'objectif d'en faire une gare moderne, multimodale et ouverte sur la ville, ouverte au nord, avec le lien avec le Jardin des Plantes, et ouverte au sud, avec cette jonction avec Malakoff Pré-Gaucher. Moi, quand je rencontre les entreprises qui se sont installées là, et que je leur dis « Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette proposition ?» Très souvent, 2 critères reviennent. Le premier, la gare, ce que ça représente en termes de potentiel, d'opportunités de mobilité, de rapport entre Nantes, Paris et les autres grandes métropoles aussi. Et puis la deuxième, c'est ce mélange entre des surfaces destinés à l'activité commerciale et économique, et en même temps des services de proximité. Parce qu'un chef d'entreprise, quand il décide où il s'installe, il a aussi besoin de se dire quelles seront les possibilités de mobilité pour mes salariés, quelle sera la vie sociale et commerçante autour. C'est la raison pour laquelle cette idée de faire vraiment un quartier de vie et de penser logement, transport, services publics de proximité, commerce de proximité, de porter une approche globale sur tous ces sujets, c'est absolument déterminant dans ce projet. Ce qui est important, c'est l'harmonie dans un projet urbain. L'harmonie est donc la question des échelles, la question que le court périmètre parcourable en 1 minute soit y compris en harmonie avec son envergure beaucoup plus large qu'on aperçoit au bout entre 2 immeubles. Le fait que cette harmonie ne soit pas troublée, on va dire, par trop de gestes architecturaux qui font qu'on focalise là-dessus et qu'on en oublie tout le reste. Je revendique le fait que les différents projets de bâtiments qui sont choisis par les élus avec l'urbanisme, je revendique qu'ils se respectent l'un l'autre.
je revendique une certaine sobriété. On arrive à un moment où je pense que les urbanistes, ils voient leur master plan réalisé et ils sont dans un moment où je pense que quelque chose qui peut arriver comme un petit grain de sable, ils en sont friands. Et on gagne ce concours en proposant quelque chose qui joue avec les règles, mais qui finalement interroge peut-être autre chose. Et je pense qu'on gagne parce qu'on est au bon moment. Comme nous l'a dit Gérard Pénaud de l'Atelier Ruel, on l'aurait fait 5 ans avant, on n'aurait jamais gagné. Mais ça se comprend en même temps. On en revient toujours à l'idée des urbanistes qui ont une idée sur leur quartier. Et je pense qu'il faut quand même une certaine échelle pour comprendre ce qu'on a voulu faire, l'échelle de la ville. Et quand les choses, elles sont là et qu'elles existent, on peut peut-être effectivement se dire que des choses peuvent faire évoluer la pensée sur la ville et amener vers d'autres possibles. Tout d'un coup, ça devient une nouvelle identité aussi pour eux. Le bâtiment, ça a aussi un sens, c'est plus seulement un produit. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faut arriver à lutter, c'est que le logement est devenu un produit financier. Donc s'il n'y a que la rentabilité, c'est un vrai souci. Et donc d'arriver par ce type de projet à faire comprendre que ça se vendra de la même manière et les gens sont tous fiers et ça a un sens par rapport à la ville. Non, parce qu'en France, on a ce problème, c'est que soit on est dans l'usage et on est sérieux, soit on fait des bâtiments qui bougent et d'un coup on est un peu... C'est la négation de l'architecture. Pour moi, tout est lié. Je rentre dans Nantes et qu'est-ce que je donne à voir ? Qu'est-ce que je donne à voir ? Bon, après, on peut dire il y a des bâtiments plus ou moins spectaculaires, etc. Mais une sensation d'ensemble, quoi. Quand on rentre dans Nantes, nous sommes au nord, enfin, le système ferroviaire est au nord, et donc, vous avez ce quartier qui se développe au sud, en contre-jour, d'une certaine manière. Donc tout ça, ça se découpe. Et du soleil et autres, premièrement. Et puis vous avez, travaillons aussi beaucoup, toujours sur les rez-de-chaussée. C'est-à-dire que pour nous, les voies ferrées sont dans la ville, dans le paysage urbain. C'est pas quelque chose sur lequel on va se protéger. Et on a préféré parler de la lisière, de cette notion d'échange, que ce soit le ciel, que ce soit les sols, et qui va continuer à se développer avec toute une série d'opérations, de manière à donner une espèce d'image un peu subliminale, je vous l'accorde, que Nantes portait cette valeur d'échange. C'est un peu subliminal. Mais on aime bien subliminal. On est ici, comme dans les autres grandes villes, sur des perspectives de développement considérables des flux. Et plus il y a de flux, plus il y a d'activités qui se passent dans une agglomération. Et c'est pour ça que les équipements transport, qu'ils soient ferroviaires, aériens ou autres, fluviaux, maritimes, sont très importants pour un territoire. Donc Nantes, comme d'autres villes, dans le même moment, a, avec la SNCF, décidé d'investir dans une requalification de sa connexion au reste du territoire français et plus loin européen. Donc je pense que cette gare est attendue par les Nantais et je pense que cette gare surprendra nos amis venant de l'extérieur. Alors, la gare de Nantes, elle existe. Elle n'est pas créée de toutes pièces. La gare de Nantes, elle a une gare au nord, une gare au sud. Et le projet, la commande que je n'ai pas inventée, c'est de relier la gare au nord et la gare au sud. Parce qu'entre les deux, il y a une succession parallèle de voies ferrées. C'est infranchissable pratiquement, ces trucs. Alors, la mezzanine, c'est un tube qui relie le nord au sud.
et qui devient une pièce urbaine. C'est-à-dire elle devient une rue, elle devient un territoire, et avec deux extrémités qui sont ouvertes, qui permettent de voir. Côté ville, on termine avec un beau restaurant. Voilà. On est un peu en élévation. Ça va être une gare en élévation, en altitude, avec cette capacité de regarder ce qu'il y a à voir. C'est une configuration nouvelle. C'est-à-dire, au lieu d'aller en sous-sol, là on est en superstructure. C'est ça qui est nouveau. On est dans le ciel. Le lien se passe dans le ciel. C'est le ciel qui permet de partager le territoire de la gare. Bon. Ce bâtiment poutre, il est posé sur des méga troncs d'arbres qui sont tous différents dans leur forme et leur orientation. Et puis au-dessus, lui-même, lorsqu'on marche, après tout est très léger. C'est-à-dire on a des arborescences très délicates qui viennent tenir une toiture translucide, une ombrière aussi en bois. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire on a de la massivité, du minéral, dans tout ce qui va des quais, de la surface des quais jusqu'à la dalle de la mezzanine. Et au-dessus, c'est l'inverse. Tout redevient beaucoup plus léger, dématérialisé et toujours organique dans l'écriture. Voilà. Moi, j'ai souhaité donner une inflexion majeure à ce projet, qui initialement n'avait pas été pensé de cette manière. C'est le lien entre la gare et le jardin des plantes, à la sortie nord, qui demain sera le début de la promenade nantaise. Et dans le même temps, quand nous avons choisi les projets qui avaient été sélectionnés, j'ai été extrêmement attentive à la jonction avec Malakoff-Prégauchier, parce que nous n'avions pas mis cet engagement, cette énergie, cette attention des professionnels, des responsables politiques sur ce projet pour quelque part l'omettre ou même le laisser détricoter par un nouveau projet qui arriverait. Et donc la couture entre le projet de la gare et le projet Prégauchier-Malakoff est absolument déterminante. Plus globalement, le projet Eurenantes, c'est un des pôles d'activité économique et tertiaire pour la 6e métropole française. Et quand aujourd'hui nous portons auprès des investisseurs nationaux, auprès de celles et ceux qui regardent avec attention la dynamique nantaise, nous mettons en avant plusieurs atouts. La capacité d'investissement public fort dans cette métropole, mais aussi la capacité de foncier et d'immobilier dont nous disposons. Et de ce point de vue, Nantes est clairement un atout. Nantes, comme toutes les grandes villes, attire. Nantes attire de la population. C'est l'honneur du territoire, de la collectivité, que de vouloir les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, c'est la force du projet urbain nantais. Il y a 6600 logements commencés par an. Il était prévu qu'il y en ait 4500. On prévoyait 2, on fait 3. Si on regarde les chiffres, la dynamique démographique est plus importante dans la dernière période sur l'agglomération qu'elle était avant, ce qui est à l'inverse des autres échelons territoriaux. Donc ce projet, il s'inscrit dans à la fois un développement très considérable de Nantes, mais aussi dans une volonté éclairée de la collectivité locale d'accueillir les Nantaises et les Nantais. On s'excuse de faire de la ville la plupart du temps. Bah si, avec voir, on s'excuse, on va le faire, mais allez, on va partager, soyons sympas, on va le faire ensemble. Bien sûr. Mais c'est un peu comme si on porte pas l'étendard, quoi. Il y a un moment, il faut porter l'étendard. Il ne faut pas être des brutes non plus. Et de toute façon, vous ne pouvez pas être un urbaniste si vous n'avez pas l'attention portée aux autres et ce qui vous est dit et ce que vous pouvez dire et comment vous modifiez les choses parce qu'on vous dit les choses, la conversation. C'est absolument évident. Ce que peut-être j'ai compris quand Picasso est sorti, c'est que tout d'un coup, un certain nombre de personnes voyaient ça en disant presque en disant c'est gonflé. C'est-à-dire que tout d'un coup on se retrouve avec de la hauteur et on la décriait, des parties de Nantes par exemple comme Beaulieu et autres, bon tout ça a été décrié, et puis là tout d'un coup elle paraissait un peu avenante, il y avait quelque chose d'avenant. Et puis une fois que c'était construit, on s'est dit ah ben on va continuer tiens, et puis on va se faire peur, on va en mettre une petite couche en plus. Petite couche en plus en hauteur et petite couche en plus en quantité.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la densité joyeuse. Il y avait un truc comme ça. Je crois que c'est ce qu'on y... Enfin, vous êtes passé... Il y a un truc comme ça quand même, quoi. C'est pas super chiant. À Nantes, on essaye de contribuer à inventer la ville de demain. La ville de demain, c'est clairement la ville des courtes distances. C'est la ville d'une urbanité apaisée. Mais c'est aussi la ville paysage. Et ça, c'est une des inflexions qu'on doit continuer à cultiver à Nantes. Considérer que la place de la nature jusqu'au cœur de la ville, jusqu'au cœur de la métropole, c'est un atout, bien sûr, pour la qualité de vie au quotidien, mais aussi parce que ça rejoint les grands enjeux d'aujourd'hui, et notamment les enjeux de transition écologique. Et puis, ensuite, j'ai du mal à retenir la formule de la ville idéale, parce que je ne sais pas bien de quelle ville idéale on parle. Est-ce que c'est une ville idéale pour celles et ceux qui la conçoivent, ou est-ce que c'est une ville idéale pour celles et ceux qui la vivent? Et à Nantes, notre défi, notre ambition, c'est de pouvoir inventer la ville de demain, de pouvoir avoir cette capacité d'innovation et de grande qualité architecturale, mais toujours d'avoir au cœur de ce qu'on fait que la ville, elle se fait d'abord pour, par et avec les habitants.